Merci beaucoup à professeur Jean-Jacques Hublin et Alain Berthos pour leur invitation. Nous sommes ravis d'être ici. Just like Marie-Paul, we made a very last-minute translation of our slide for English speakers to follow our presentation. Apologize in advance for any typo we have left behind us. Et je vais donc switcher en français. Vous dire qu'on va vous parler un petit peu du mouvement collectif, du mouvement des foules, et ce, à travers l'étude, et ça va être plutôt l'objet de notre présentation, notre méthodologie pour étudier les interactions locales entre individus. Et étant donné le sujet de cette présentation, nous avons décidé de faire cette présentation en duo, en interaction. Nous avons jusqu'à présent dans ce colloque essentiellement entendu parler du mouvement humain, mais du mouvement individuel. Et en prenant un tout petit peu plus de distance par rapport au sujet, on remarque facilement que en fait, le mouvement humain est souvent aussi fait en interaction avec d'autres, en groupe, en se répondant l'un l'autre. Et on parle d'interaction locale interindividuelle. Et que la conjugaison de ces interactions nous amène à des comportements tout à fait spécifiques qu'on va nommer comportements collectifs, qui sont illustrés ici à partir du moment où plusieurs personnes réalisent ces interactions dans un même lieu. Et puis, plus généralement, nous parlerons de foule pour désigner tout ce rassemblement de personnes nombreuses en un même lieu. Et étant donné le sujet du colloque aujourd'hui, je me suis permis d'emprunter aux affiches officielles des Jeux Olympiques de Paris. Alors, une chose à retenir de ce que je viens de dire, c'est que finalement, les comportements collectifs émergent des interactions locales entre individus et de leurs interactions. Donc finalement, pour étudier le comportement collectif, ce qui est essentiel, c'est d'étudier ces interactions locales. Et pour introduire aussi deux termes qui sont importants, comportement collectif, on va parler d'échelle macroscopique, et interaction locale, on va parler d'échelle microscopique. Donc là, ce que je vais présenter, c'est une manière d'étudier, et surtout pour nous, venant des sciences du mouvement et des sciences informatiques, ce qui va être intéressant, c'est de modéliser ces interactions locales, c'est-à-dire leur apporter une représentation mathématique qu'on va pouvoir ensuite transformer sous une forme informatique, sous la forme d'algorithmes et de logiciels. Je vous présente une des manières, mais qui généralise beaucoup d'approches qui ont été proposées, de faire cette représentation. On va parler d'agents pour les individus et de leur état, c'est-à-dire de leur position, par exemple, dans l'espace, qu'on va nommer SI. Et on va associer finalement un coût à cet état, qui va nous dire à quel point l'agent est dans un état satisfaisant ou pas, et ça va être, donc on va parler de satisfaction ou de coût, l'agent va ajuster son état, va faire évoluer son état de sorte à minimiser ce coût ou, à l'inverse, de maximiser sa satisfaction. Donc c'est une sursimplification des mathématiques qu'il y a derrière. Elles ne sont pas forcément très compliquées, mais elles ne sont peut-être pas aussi simples que ça quand même. Vous m'en excuserez. Je pense que ça permet de rendre le propos compréhensible. Et donc finalement, ce coût, on le calcule à travers une fonction potentielle, une fonction scalaire, une valeur, qui va nous donner une valeur qui est liée donc à l'état de l'agent, de la situation dans laquelle il est, mais aussi en relation avec celui de ses voisins, les agents qui l'entourent. Et on va le voir aussi un très grand nombre de paramètres qui vont venir influer cette fonction. Alors, il n'y a rien de sorcier dans ces fonctions-là. Ça peut être aussi simple que, par exemple, le fait que l'agent veuille atteindre un but et qu'il en dévie ou pas. Donc, on va pénaliser la déviation du but. Le coût va être élevé quand l'agent dévie de son but. Ça peut être la distance interagent qui va être pénalisée quand elle est trop faible, par exemple. Ça peut être la distance à un groupe d'autres agents avec lesquels il voudrait rester. Donc, on va pénaliser l'éloignement du groupe, par exemple. Et on peut aussi utiliser des notions à peine plus élaborées, comme le temps à la collision, si deux agents sont en situation de se rentrer dedans. Et bien souvent, finalement, cette fonction f, cette fonction potentielle, c'est une combinaison de ces notions-là. Alors, quelques exemples de modèles de simulation qui sont très connus dans la littérature et qui reposent sur ce principe, qui vient du domaine du graphique par Reynolds ou du domaine des mathématiques par Wikschek, qui ont essayé d'expliquer, alors pour différentes raisons, les vols de nuées des tourneaux au-dessus des villes.
et qui ont pu démontrer que 3 règles ou 3 fonctions élémentaires peuvent expliquer ce comportement. Chaque oiseau, finalement, va essayer de s'aligner avec ses plus proches voisins, aller dans la même direction, va essayer de se centrer sur le groupe de ses plus proches voisins, mais aussi d'éviter la collision avec d'autres animaux. Un autre exemple, plus récent à peine, est le modèle d'Elbing, ou connu aussi sous le nom du modèle des forces sociales, qui essaye d'introduire juste que notre comportement de piéton, souvent, se résume à préserver une distance avec ses voisins, on peut voir qu'elle peut être faible, hein, mais aussi s'aligner avec sa destination. Et ça permet de simuler beaucoup des phénomènes qu'on peut voir dans le déplacement des foules de piétons. Et puis, plus récemment, une approche qui repose plutôt sur l'idée que le piéton anticipe la formation de sa trajectoire et anticipe les risques de collision, et va répondre plutôt à des fonctions liées à la distance d'approche dans un futur proche. Il va essayer de préserver des valeurs acceptables socialement et physiquement. Et enfin, évidemment, pour les approches les plus récentes, l'idée ne va pas être tant de dicter la fonction qui régit la vie de l'agent, mais plutôt de l'inférer à partir de données qu'on pourrait observer. Donc on le comprend, finalement, cette recherche sur les mouvements collectifs consiste à définir ou à comprendre ou à mesurer cette fonction F, et on va parler surtout aujourd'hui de sa mesure, avec donc notre objectif de déterminer cette fonction F. Cette fonction va largement dépendre de la situation dans laquelle on est. Les foules des festivals de musique, on va y revenir à la fin, ne sont pas les mêmes que les foules des gares dans Paris, par exemple. Et notre difficulté très grande, notre problème, est la très grande dimensionnalité de cette fonction. Elle dépend de nombreux paramètres, elle dépend de nombreuses choses. Elle dépend de paramètres psychologiques. Les foules stressées ne se comportent pas de la même manière que les foules calmes. Elle peut dépendre de paramètres physiologiques. Les foules âgées ne se comportent pas de la même manière que les foules jeunes. Et enfin, de tout un tas de paramètres aussi vastes que la météo, puisque les foules sous la pluie ne se comportent pas de la même manière que les foules au soleil. Avec ça, je vais passer la main à Anne-Hélène pour vous expliquer comment on vient mesurer et donc échantillonner cette fonction. Merci. Donc c'est là que vient le lien fort avec les sciences du mouvement, puisque, comme l'a dit Julien, on va avoir besoin d'échantillonner cette fonction. Et donc, on a besoin de données. Et pour cela, eh bien, on va conduire des expériences sur l'homme pour essayer justement de comprendre et modéliser ces phénomènes. Donc, en pratique, comment on fait, la plupart du temps, on va avoir des expériences en laboratoire, dans des situations très contrôlées. Et la première chose que les chercheurs se posent comme question, c'est déjà quelle tâche on va choisir. Donc, je vais vous montrer quelques illustrations. La première étant un paradigme qu'on a développé durant ma thèse. Ça remonte à quelques années avec Armelle Crétual, Alain Berthoz. Un paradigme d'évitement de collision dans une tâche de croisement à 90 degrés. Mais on peut aller sur des paradigmes beaucoup plus complexes, donc toujours dans le laboratoire ici, où vous voyez, on a une quarantaine de participants, donc 2 groupes qui se croisent, et on va donc mesurer leur mouvement. Alors évidemment, on n'est pas les seuls à faire ce genre de capture. Donc, un groupe très connu, c'est le groupe d'Armin Seyfried, Anna Sieben, à Jülich, en Allemagne, qui sont spécialistes de ces grandes campagnes expérimentales. Donc là, on peut voir des flux qui s'intersectent, ou encore des simulations d'évacuation avec des goulots d'étranglement. Et puis là, d'autres types de paradigmes. Donc ça, c'est pareil, ce sont des études qu'on a menées au laboratoire, des paradigmes de suivi, donc ici avec des flux bidirectionnels, ou dans l'équipe de Bill Warren à Providence. Là, on est plutôt sur des études de phénomènes de meneurs-suiveurs, dans des tâches moins contraintes de groupe. Alors, une fois qu'on a notre paradigme, la question, c'est est-ce que expérimentalement, on va pouvoir justement aller étudier ces paramètres d'intérêt. Donc, je vais vous montrer des études de laboratoire, là où on s'est intéressé plutôt à des paramètres liés à l'individu en interaction. Donc, on peut s'intéresser, par exemple, à l'effet de l'avance en âge,
sur ces stratégies d'interaction. Donc ici, c'est ma maman. Elle participe toujours aux expériences. D'un point de vue sportif, par exemple, on peut s'intéresser à l'effet des symptômes persistants d'une commotion cérébrale. Et on voit que finalement, nos joueurs de rugby qui retournent au jeu n'ont pas les mêmes manières d'éviter la collision que des joueurs qui n'ont jamais eu de commotion cérébrale. On fait aussi des études avec des modes locomoteurs différents, des interactions avec des conducteurs de fauteuils roulants et des piétons. On a parlé un petit peu d'émotions. Alors ça, c'est compliqué à étudier, mais effectivement, ça va moduler les interactions entre nos individus. Et puis, des études récentes au Canada sur l'effet aussi des dimensions corporelles sur la manière dont les individus vont interagir, toujours ici dans des paradigmes d'évitement de collision. Alors, le laboratoire, effectivement, on va pouvoir avoir des conditions contrôlées, mais pour faire varier d'autres paramètres de paix ici, qui sont plutôt les facteurs environnementaux, eh bien, ça va nous pousser à sortir du laboratoire. Et donc là, alors c'est plus compliqué à mettre en place, moins standardisé, mais là je peux citer par exemple les travaux de l'équipe d'Anouk Lamontagne à McGill, où ils vont aller dans des shopping malls. En l'occurrence ici c'était pour faire des études sur le comportement du regard en interaction. Ça, une étude qu'on a faite à Rennes sur la comparaison de l'effet du contexte social dans les interactions. C'est initialement parti des travaux de Auger, un sociologue, sur les zones de non-lieu et des zones anthropologiques, où on peut voir effectivement encore des différences dans la réaction à la transgression des espaces personnels selon ces types d'espaces. Et enfin, un sujet qui avait animé pas mal la SOFPEL, les expériences muséales, pour aussi sortir du laboratoire et aller vers des environnements plus écologiques pour l'étude de ces comportements. Alors, voilà, tout ça c'est bien beau, on a des expériences en réel, on espère avoir ce comportement naturel, mais d'un point de vue expérimental, c'est très difficile de contrôler ces facteurs, et puis capturer ces données, les reconstruire, c'est très très coûteux en temps. Donc, on a beaucoup migré vers ces études en réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, ce qui est important dans la définition, c'est sa capacité d'interaction en temps réel et sa sollicitation des canaux sensorimoteurs. Donc là, c'est ce qui nous intéresse, avoir cette capacité à percevoir et agir dans l'environnement virtuel. Alors sur le papier, c'est intéressant, puisqu'effectivement, d'un point de vue du chercheur, on va pouvoir mettre en place des expériences contrôlées, standardisées, en pouvant aussi repousser les limites du réel. On va pouvoir manipuler les caractéristiques du flux optique, l'apparence des personnes avec qui on va interagir. On va aussi pouvoir assurer et garantir la sécurité de nos participants, voire des patients, dans des tâches de croisement, de traversée de route, des simulateurs vélos, des simulateurs fauteuils roulants. Mais évidemment, c'est pas si simple que ça. Si on s'intéresse un petit peu à ces aspects perception-action, eh bien effectivement, en environnement virtuel, on ne va pas percevoir directement le monde avec ses yeux. Vous voyez différents exemples. Soit on est dans une salle immersive avec des lunettes, soit un casque de réalité virtuelle avec un champ de vision réduit. Et puis, on n'a pas toujours l'opportunité de se déplacer physiquement. On va utiliser un joystick, par exemple. Donc, comment ces biais, peut-être, vont affecter notre comportement visio-moteur en environnement virtuel. Alors, en pratique, comment on fait ? Eh bien, on refait des expériences et on va comparer tout simplement le comportement réel et son équivalent, la même situation en virtuel. Donc là, c'est quelques exemples d'expériences qu'on a pu mener à Rennes. Alors, quelques résultats. Donc là, je vous montre les points positifs sur cette slide. Donc déjà, ce qui est intéressant en réalité virtuelle, quand on parle d'interaction, c'est qu'on a une préservation des normes sociales. Par exemple, si on interagit avec un humain ou une boîte en carton, eh bien même en virtuel, on va passer plus loin de l'humain que de la boîte.
L'orientation de l'humain, qu'il soit réel ou virtuel, va aussi avoir un impact, puisqu'on va passer plus loin de lui, en face de lui, que sur son côté. Et puis d'autres auteurs, là, Tina Iachini en Italie, ont montré aussi les mêmes effets quand vous interagissez avec un enfant, un adulte, un homme, une femme. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous d'avoir cette préservation de ces normes sociales. Alors si on s'intéresse, je ne vais pas rentrer dans les détails des courbes, mais sur la manière, la temporalité par exemple, d'un évitement de collision, en réalité virtuelle, on va aussi avoir la même séquence temporelle dans l'interaction, avec d'abord une phase d'observation, une phase d'adaptation, et puis une phase de régulation qui montre un certain caractère anticipatoire de la tâche. Et puis, on en a parlé précédemment, l'importance du regard. Donc on s'est aussi intéressé au comportement du regard dans ces interactions. Et on observe aussi, par exemple, les mêmes distributions de regard sur les différents éléments de l'environnement. Alors je ne l'ai pas noté ici, mais on retrouve aussi les anticipations de la tête en réalité virtuelle quand on tourne, même en utilisant un joystick. Alors, c'est pas si beau que ça. Donc là, qualitativement, on a les mêmes comportements. Il faut savoir que quantitativement, il y a quand même des petites différences. Donc par exemple, on a une augmentation des distances interpersonnelles en réalité virtuelle. On a une diminution de la vitesse de marche. Et également, au niveau du regard, on a une durée de fixation qui est plus élevée en virtuel qu'en réel. Donc c'est vrai que ces résultats, ils sont très encourageants pour son usage. Qualitativement, on arrive vraiment à reproduire les mêmes comportements. Après, il faut avoir conscience des biais quantitatifs qui existent et en tenir compte pour les transferts après au réel. Alors, je vais terminer mon intervention en vous montrant quelques exemples de qu'est-ce qu'il est possible de faire en virtuel. Donc l'idée, c'est vraiment, on va être limité par notre créativité à proposer des nouvelles expériences. Donc là, par exemple, ici, on s'est intéressé à la question du voisinage d'interaction. Avec qui vous interagissez finalement dans un monde avec beaucoup de personnes autour de vous. Alors là, en fait, en virtuel, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment coupler des informations du regard, de trajectoire. Et ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, ce risque de collision, il est saillant, puisque nos participants ne regardaient et ne réagissaient qu'aux humains virtuels qui avaient le plus grand risque de collision dans l'environnement. Les autres n'étaient pas du tout regardés. Autre type d'exemple, qui intéresse pas mal en sciences du mouvement, finalement, qu'est-ce qu'on va utiliser sur le mouvement de l'autre pour s'adapter? Est-ce que c'est plutôt des indices globaux? Voilà, un mouvement global, une grosse forme qui bouge, ou des indices locaux sur les segments corporels. Et là, en réalité virtuelle, vous pouvez interagir avec une paire de jambes et voir le comportement et le comparer avec un humain en entier et voir les différences. Un autre exemple, ici plutôt dans des applications cliniques. Donc ça, ce sont des études menées par ma collègue Anouk Lamontagne à McGill. Donc là, l'idée, et ce qui manque actuellement, c'est vraiment des évaluations fonctionnelles des patients. Donc c'est pas les mettre dans un couloir et mesurer leur locomotion, c'est vraiment aller les mettre dans des situations de vie quotidienne. Et donc là c'est surtout l'arrivée des nouveaux dispositifs aussi, ces tapis roulants omnidirectionnels qui permettent de marcher physiquement sur des longues distances. Donc là, on a des patients post-AVC, vous voyez, qui se déplacent à gauche dans un parking virtuel, au milieu dans un supermarché, et à droite, ils font aussi des études avec des patients qui ont un trauma crânien. On sait que ce sont des patients qui ont des difficultés de participation sociale. Et là, finalement, on va pouvoir les évaluer, mais aussi les entraîner dans des situations de vie quotidienne et analyser leurs mouvements, leurs regards durant ces interactions. Donc, je vais repasser la main à Julien pour aller au comportement collectif en réalité virtuelle. Merci. Donc, à la fin, on se pose quand même toujours cette question de est-on toujours en train d'étudier un mouvement collectif? À savoir que
On est limité par nos capacités à faire des mondes virtuels immersifs et la capacité à faire des personnages qui peuvent bien répondre à l'utilisateur qui est immergé et observer finalement cette interaction qui se déroule entre lui et la simulation. Alors, la question qu'on s'est posée récemment, conjointement avec Marie-Paul, c'était pouvons-nous capturer des données collectives en réalité virtuelle, la réalité virtuelle pouvant toujours donner un contexte qui est intéressant, mais des données non hybrides sur les interactions, 100% humaines, et qui capturent des mouvements collectifs. On s'est intéressé à reproduire un certain nombre d'expériences sur le comportement collectif, à démarrer par un exemple typique, l'évacuation d'une pièce par un goulot d'étranglement. Donc là, c'est des expériences en laboratoire chez Armin Zefrid toujours. La position de la tête est capturée, c'est pour ça que les personnes se déplacent avec une sorte de carton sur le crâne. Et je vous montre ici la réplication en réalité virtuelle de cette même expérience. Et on voit visuellement qu'elles sont très ressemblantes. On a bien sûr quantifié ces ressemblances et on peut confirmer la très grande proximité entre des données réelles et des données virtuelles. Et avec beaucoup moins de difficultés en réalité virtuelle à opérer cette collecte, et aussi des données beaucoup plus riches où vous voyez qu'on dispose du mouvement du corps complet, par exemple. On a aussi, par exemple, l'orientation du regard dans ces données-là. Ce qui est intéressant et ce qui illustre à nouveau les capacités de la réalité virtuelle, c'est comment ce jeu de données a été enregistré. Alors, il y a 25 personnes en mouvement, mais ce ne sont pas 25 personnes que nous avons invitées à venir se chausser un casque de réalité virtuelle et faire cette tâche, mais c'est une seule personne qui s'est enregistrée 25 fois, incarnant successivement chacun des personnages qui est à l'écran. C'est-à-dire qu'il a enregistré un premier mouvement, il s'est incarné dans un deuxième personnage, a pu visualiser le premier mouvement qu'il avait enregistré en même temps qu'il a enregistré le deuxième mouvement, et ainsi de suite, pour composer tout ce jeu de données. Et qui, encore une fois, ressemble de manière étonnante aux données réelles, malgré le mode d'enregistrement. On a appelé ça l'homme-foule, et on est en train de creuser un peu ce paradigme pour étendre ses capacités. Et puis, du réel vers le virtuel, pour revenir aux questions réelles, et qui sont très d'actualité aujourd'hui avec l'accueil des Jeux Olympiques, on va revenir un petit peu à ce sujet, c'est finalement, est-ce que cette recherche permet d'aider à la planification et à la gestion opérationnelle des événements de masse? Moi, j'admets qu'il y a vraiment une séparation aujourd'hui entre le praticien qui fait ça et le monde académique, et c'est quelque chose qu'on essaye de fermer aujourd'hui, et c'est un effort assez intense de le faire. Et eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est pouvons-nous réellement prédire le comportement des foules dans un lieu spécifique, dans un événement spécifique. J'ai insisté sur la différence qu'il peut y avoir entre les foules. On pourrait presque dire que chaque foule est unique. Et plus important, ils cherchent à répondre à cette question. Pouvons-nous prédire la réaction d'une foule à une action de gestion opérationnelle, c'est-à-dire une information qui est donnée à la foule par quelques moyens, ou une modification dans l'environnement, ou la réponse à un événement qui pourrait se produire? C'est une question évidemment difficile à répondre, mais la direction que prend nos recherches, c'est vraiment de combiner finalement des observations de terrain, des observations expérimentales, et le biais du jumeau numérique de la foule et de la réalité virtuelle peut nous permettre d'aller assez loin dans ces questions-là, et pourquoi pas de tenter de répondre à la troisième question. Le transfert de ce qui aura été observé en virtuel vers le réel nécessitera vérification, c'est certain, mais je pense qu'on a une voie prometteuse ici. Et pour conclure cet exposé, j'aimerais vous mentionner très rapidement ce que nous faisons dans le projet CloudDNA que j'ai l'honneur de coordonner, et qui s'intéresse, on est en fin de projet, on s'intéresse aux dangers liés aux foules denses, et en particulier à ce phénomène qui est montré sur 3 différentes vues, de la propagation d'une onde de choc à travers la foule. C'est un phénomène extrêmement dangereux, qui ici n'a pas fait de mort, mais qui peut en causer. Et comment finalement, l'objectif du projet était comment détecter les signes précurseurs de ce genre de phénomène. Et vraiment, pour aller très très vite,
des études en laboratoire sur la propagation du mouvement dans les foules en fonction de la densité. Ce qui est remarquable dans cette vidéo, hormis la tâche qui est un peu spéciale quand même, c'est le genre de dispositif qu'on utilise aujourd'hui pour enregistrer la réaction des participants à une poussée soudaine venant de l'arrière. Ils portent tous des vestes de capture de mouvement, donc on a accès au mouvement du corps complet dans ces expériences, et c'est très nouveau. Un deuxième point d'originalité dans ce projet, c'est la volonté de ne pas rester dans le laboratoire, malgré la situation, vous pouvez deviner avec les masques, qu'on a démarré ce projet en plein confinement, et c'était un petit peu compliqué, c'était d'être sur le terrain. Et à travers ce projet, on a installé ce qu'on a appelé les observatoires de foule. On essaye de faire des sauf-conduits avec un cadre éthique et légal bien maîtrisé pour aller faire de la collecte de données sur le terrain, et en particulier au festival Hellfest, pour ceux qui connaissent l'événement. Vous voyez que toutes les personnes qui portent ces t-shirts noirs où il est inscrit qu'on est en train de mener des expériences portent également ces vestes de capture de mouvement, sont aussi filmés de l'extérieur pour comprendre un petit peu ce qui se passe autour d'eux. Et là, l'intention est de comprendre ce qui arrive réellement dans ces événements-là au corps, en même temps qu'on comprend ce que la foule fait autour d'eux. Et avec ça, je voudrais vous remercier pour votre attention.